Bonjour, rebonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez toujours bien, j'espère que vous allez bien. Bon, c'était un échec. L'ultime lecture de Manon Lescaut se divise encore puisque je ne sais pas, leur aventure semble attachée à un certain fatalisme qui fait que mes vidéos s'interrompent toujours ou il se passe des accidents qui m'empêchent de terminer la lecture. C'est terrible. Alors je reprends, j'ai décidé de vous regarder comme ça pour terminer. Je vais reprendre cette lecture. Je vous dis à tout à l'heure, en espérant que cette fois ce soit la bonne. Alors peut-être que je vais laisser passer ce train pour commencer. Nous verrons ensuite. Voilà. Il ne va pas se battre. Je pense qu'il y en a un autre qui va passer dans le sens contraire d'ici peu de temps. Je vais reprendre juste au-dessus de l'interruption de la dernière vidéo. Entre-temps, il y en a eu une autre, il faut le savoir, qui est interrompue aussi. Mais j'espère que celle-ci sera la dernière. J'espère. Je verrai bien. Voilà. L'innocence de nos occupations et la tranquillité où nous étions continuellement servirent à nous faire rappeler insensiblement des idées de religion. Manon n'avait jamais été une fille impie, je n'étais pas non plus de ces libertins outrés qui font la gloire d'ajouter l'irréligion à la dépravation des mœurs. L'amour et la jeunesse avaient causé tous nos désordres. L'expérience commençait à nous tenir lieu d'âge. Elle fit sur nous le même effet que les années. Nos conversations, qui étaient toujours réfléchies, nous mirent insensiblement dans le goût d'un amour vertueux. Je fus le premier qui proposait ce changement à Manon. Je connaissais les principes de son cœur. Elle était droite et naturelle dans tous ses sentiments, qualité qui dispose toujours à la vertu. Je lui fis comprendre qu'il manquait une chose à notre bonheur. C'est, lui dis-je, de le faire approuver du ciel. Nous avons l'âme trop belle et le cœur trop bien fait l'un et l'autre pour vivre volontairement dans l'oubli du devoir. Passe d'y avoir vécu en France, où il nous était également impossible de nous aimer et de nous satisfaire par une voie légitime. Mais en Amérique, où nous ne dépendons que de nous-mêmes, où nous n'avons plus à ménager les lois arbitraires du sang et de la bienséance, où l'on nous croit même mariés, qui empêche que nous ne le soyons bientôt effectivement et que nous n'ennoblissions notre amour par des serments que la religion autorise. Pour moi, ajoutai-je, je ne vous offre rien de nouveau en vous offrant mon cœur et ma main, mais je suis prêt à vous en renouveler le don au pied d'un autel. Il me parut que ce discours la pénétrait de joie. Croiriez-vous, me répondit-elle, que j'y ai pensé 1000 fois depuis que nous sommes en Amérique? La crainte de vous déplaire m'a fait renfermer ce désir dans mon cœur. Je n'ai point la présomption d'aspirer à la qualité de votre épouse. Ah Manon, répliquai-je, tu serais bientôt celle d'un roi si le ciel m'avait fait naître avec une couronne. Ne balançons plus, nous n'avons nul obstacle à redouter. J'en veux parler dès aujourd'hui au gouverneur et lui avouer que nous l'avons trompé jusqu'à ce jour. Laissons craindre aux amants vulgaires, ajoutai-je, les chaînes indissolubles du mariage. Ils ne les craindraient pas s'ils étaient sûrs, comme nous, de porter toujours celle de l'amour. Je laissai Manon au comble de la joie après cette résolution. Je suis persuadée qu'il n'y a point d'honnête homme au monde qui n'eût approuvé mes vues dans les circonstances où j'étais, c'est-à-dire asservi fatalement à une passion que je ne pouvais vaincre et combattu par des remords que je ne devais point étouffer.
Mais se trouvera-t-il quelqu'un qui accuse mes plaintes d'injustice si je gémis de la rigueur du ciel à rejeter un dessein que je n'avais formé que pour lui plaire? Hélas, que dis-je, à le rejeter? Il l'a puni comme un crime. Il m'avait souffert avec patience, tandis que je marchais aveuglément dans la route du vice. Et ces plus rudes châtiments m'étaient réservés lorsque je recommencerais à retourner à la vertu. Je crains de manquer de force pour achever le récit du plus funeste événement qui fut jamais. J'allais chez le gouverneur, comme j'en étais convenu avec Manon, pour le prier de consentir à la cérémonie de notre mariage. Je me serais bien gardée d'en parler à lui ni à personne, si j'eusse pu me promettre que son aumônier, qui était alors le seul prêtre de la ville, m'eût rendu ce service sans sa participation. Mais, n'osant espérer qu'il voulût s'engager au silence, j'avais pris le parti d'agir ouvertement. Le gouverneur avait un neveu, nommé Sinelet, qui lui était extrêmement cher. C'était un homme de 30 ans, brave, mais emporté et violent. Il n'était point marié. La beauté de Manon l'avait touché dès le jour de son arrivée, et les occasions sans nombre qu'il avait eues de la voir pendant 9 ou 10 mois avaient tellement enflammé sa passion qu'il se consumait en secret pour elle. Cependant, comme il était persuadé, avec son oncle et toute la ville, que j'étais réellement mariée, il s'était rendu maître de son amour jusqu'au point de ne rien laisser éclater. Et son zèle s'était même déclaré pour moi dans plusieurs occasions de me rendre service. Je le trouvai avec son oncle lorsque j'arrivai au fort. Je n'avais nulle raison qui m'obligeât de lui faire un secret de mon dessein, de sorte que je ne fis point difficulté de m'expliquer en sa présence. Le gouverneur m'écouta avec sa bonté ordinaire. Je lui racontai une partie de mon histoire qu'il entendit avec plaisir. Et lorsque je le priai d'assister à la cérémonie que je méditais, il eut la générosité de s'engager à faire toute la dépense de la fête. Je me retirai fort content. 1 heure après, je vis entrer l'aumônier chez moi. Je m'imaginais qu'il venait me donner quelques instructions sur mon mariage, mais après m'avoir salué froidement, il me déclara, en 2 mots, que monsieur le gouverneur me défendait d'y penser et qu'il avait d'autres vues sur Manon. « D'autres vues sur Manon ?» lui dis-je avec un mortel saisissement de cœur. « Et quelle vue donc, monsieur l'aumônier ?» Il me répondit que je n'ignorais pas que monsieur le gouverneur était le maître, que Manon, ayant été envoyée de France pour la colonie, c'était à lui à disposer d'elle. Qu'il ne l'avait pas fait jusqu'alors parce qu'il la croyait mariée, mais qu'ayant appris de moi-même qu'elle ne l'était point, il jugeait à propos de la donner à un monsieur Sinelet, qui en était amoureux. Ma vivacité l'emporta sur ma prudence. J'ordonnai fièrement à l'aumônier de sortir de ma maison en jurant que le gouverneur, Sinelet et toute la ville ensemble n'oseraient porter la main sur ma femme ou ma maîtresse, comme ils voudraient l'appeler. Je fis part aussitôt à Manon du funeste message que je venais de recevoir. Nous jugeâmes que Sinelet avait séduit l'esprit de son oncle depuis mon retour, et que c'était l'effet de quelques desseins médités depuis longtemps. Ils étaient les plus forts. Nous nous trouvions dans la Nouvelle-Orléans comme au milieu de la mer, c'est-à-dire séparés du reste du monde par des espaces immenses. Où fuir dans un pays inconnu, désert, ou habité par des bêtes féroces et par des sauvages aussi barbares qu'elles? J'étais estimée dans la ville, mais je ne pouvais espérer d'émouvoir assez le peuple en ma faveur pour en obtenir un secours proportionné au mal. Il eût fallu de l'argent, j'étais pauvre. D'ailleurs, le succès d'une émotion populaire était incertain. Et si la fortune nous eût manqué, notre malheur serait devenu sans remède. Je roulais toutes ces pensées dans ma tête. J'en communiquais une partie à Manon, j'en formais de nouvelles sans écouter sa réponse. Je prenais un parti, je le rejetais pour en prendre un autre. Je parlais seule, je répondais tout haut à mes pensées. Enfin, j'étais dans une agitation que je ne saurais comparer à rien parce qu'il n'y en eut jamais d'égal. Manon avait les yeux sur moi. Elle jugeait par mon trouble de la grandeur du péril. Et, tremblant pour moi plus que pour elle-même, cette tendre fille n'osait pas même ouvrir la bouche pour m'exprimer ses craintes. Après une infinité de réflexions,
je m'arrêtai à la résolution d'aller trouver le gouverneur pour m'efforcer de le toucher par des considérations d'honneur et par le souvenir de mon respect et de son affection. Manon voulut s'opposer à ma sortie. Elle me disait, les larmes aux yeux, « Vous allez à la mort et il faut vous tuer. Je ne vous reverrai plus, je veux mourir avant vous. » Il fallut beaucoup d'efforts pour la persuader de la nécessité où j'étais de sortir et de celle qu'il y avait pour elle de demeurer au logis. Je lui promis qu'elle me reverrait dans un instant. Elle ignorait, et moi aussi, que c'était sur elle-même que devait tomber toute la colère du ciel et la rage de nos ennemis. Il était un peu plus long. Je me rendis au fort. Le gouverneur était avec son aumônier. Je m'abaissai pour le toucher à des soumissions qui m'auraient fait mourir de honte si je les eusse faites pour toute autre cause. Je le pris par tous les motifs qui doivent faire une impression certaine sur un cœur qui n'est pas celui d'un tigre féroce et cruel. Ce barbare ne fit à mes plaintes que 2 réponses qu'il répéta 100 fois. Manon, me dit-il, dépendait de lui. Il avait donné sa parole à son neveu. J'étais résolue de me modérer jusqu'à l'extrémité. Je me contentais de lui dire que je le croyais trop de mes amis pour vouloir ma mort, à laquelle je consentirais plutôt qu'à la perte de ma maîtresse. Je fus trop persuadée en sortant que je n'avais rien à espérer de cet opiniâtre vieillard qui se serait damné 1000 fois pour son neveu. Cependant, je persistais dans le dessein de conserver jusqu'à la fin un air de modération résolu si l'on en venait aux excès d'injustice, de donner à l'Amérique une des plus sanglantes, des plus horribles scènes que l'amour n'ait jamais produites. Je retournai chez moi en méditant sur ce projet, lorsque le sort qui voulait hâter ma ruine me fit rencontrer Sinelay. Il lut dans mes yeux une partie de mes pensées. J'ai dit qu'il était brave. Il vint à moi. « Ne me cherchez-vous pas, me dit-il. Je connais que mes desseins vous offensent, et j'ai bien prévu qu'il faudrait se couper la gorge avec vous. Allons voir qui sera le plus heureux. » Je lui répondis qu'il avait raison, et qu'il n'y avait que ma mort qui pût finir nos différends. Nous nous écartâmes d'une centaine de pas hors de la ville, nos épées se croisèrent. Je le blessais et je le désarmais presque en même temps. Il fut si enragé de son malheur qu'il refusa de me demander la vie et de renoncer à Manon. J'avais peut-être droit de lui ôter tout d'un coup l'une et l'autre, mais un sang généreux ne se dément jamais. Je lui jetai son épée. « Recommençons, lui dis-je, et songez que c'est sans quartier. » Il m'attaqua avec une furie inexprimable. Je dois confesser que je n'étais pas fort dans les armes, n'ayant eu que 3 mois de salle à Paris. L'amour conduisait mon épée. Sinelay ne laissa pas de me percer le bras d'outre en outre, mais je le pris sur le temps et je lui fournis un coup si vigoureux qu'il tomba à mes pieds sans mouvement. Malgré la joie que donne la victoire après un combat mortel, je réfléchis aussitôt sur les conséquences de cette mort. Il n'y avait pour moi ni grâce ni délai de supplice à espérer. Connaissant comme je faisais la passion du gouverneur pour son neveu, j'étais certain que ma mort ne serait pas différée d'1 heure après la connaissance de la sienne. Quelque pressante que fût cette crainte, elle n'était pas la plus forte cause de mon inquiétude. Manon, l'intérêt de Manon, son péril et la nécessité de la perdre me troublaient jusqu'à répandre de l'obscurité sur mes yeux et à m'empêcher de reconnaître le lieu où j'étais. Je regrettais le sort de Sinelay. Une prompte mort me semblait le seul remède à mes peines. Cependant, ce fut cette pensée même qui me fit rappeler promptement mes esprits et qui me rendit capable de prendre une résolution. « Quoi ? Je veux mourir, m'écriai-je, pour finir mes peines ? Il y en a donc que j'appréhende plus que la perte de ce que j'aime. Ah, souffrons jusqu'aux plus cruelles extrémités pour secourir ma maîtresse et remettons à mourir après les avoir souffertes inutilement. » Je repris le chemin de la ville, j'entrai chez moi, j'y trouvai Manon à demi morte de frayeur et d'inquiétude. Ma présence la ranima. Je ne pouvais lui déguiser le terrible accident qui venait de m'arriver. Elle tomba sans connaissance entre mes bras au récit de la mort de Sinelay et de ma blessure.
J'employais plus d'un quart d'heure à lui faire retrouver le sentiment. J'étais à demi-mort moi-même, je ne voyais pas le moindre jour à sa sûreté ni à la mienne. « Manon, que ferons-nous » lui dis-je lorsqu'elle eut repris un peu de force. « Hélas, qu'allons-nous faire ? Il faut nécessairement que je m'éloigne. Voulez-vous demeurer dans la ville ? Oui, demeurez-y, vous pouvez encore y être heureuse. Et moi je vais, loin de vous, chercher la mort parmi les sauvages ou entre les griffes des bêtes féroces. » Elle se leva malgré sa faiblesse, elle me prit par la main pour me conduire vers la porte. « Fuyons ensemble, me dit-elle, ne perdons pas un instant. Le corps de Sidney peut avoir été trouvé par hasard et nous n'aurions pas le temps de nous éloigner. »« Mais chère Manon, repris-je, tout est perdu. Dites-moi donc où nous pouvons aller. Voyez-vous quelques ressources? Ne vaut-il pas mieux que vous tâchiez de vivre ici sans moi et que je porte volontairement ma tête au gouverneur ?» Cette proposition ne fit qu'augmenter son ardeur à partir. Il fallut la suivre. J'eus encore assez de présence d'esprit en sortant pour prendre quelques liqueurs fortes que j'avais dans ma chambre et toutes les provisions que je pus faire entrer dans mes poches. Nous dîmes à nos domestiques, qui étaient dans la chambre voisine, que nous partions pour la promenade du soir. Nous avions cette coutume tous les jours. Et nous nous éloignâmes de la ville plus promptement que la délicatesse de Manon ne semblait le permettre. Quoique je ne fusse pas sortie de mon irrésolution sur le lieu de notre retraite, je ne laissais pas d'avoir deux espérances, sans lesquelles j'aurais préféré la mort à l'incertitude de ce qui pouvait arriver à Manon. J'avais acquis assez de connaissances du pays depuis près de 10 mois que j'étais en Amérique pour ne pas ignorer de quelle manière on apprivoisait les sauvages. On pouvait se mettre entre leurs mains sans courir à une mort certaine. J'avais même appris quelques mots. On pouvait se mettre entre leurs mains sans courir à une mort certaine. J'avais même appris quelques mots de leur langue et quelques-unes de leurs coutumes dans les diverses occasions que j'avais eues de les voir. Avec cette triste ressource, j'en avais une autre du côté des Anglais, qui ont, comme nous, des établissements dans cette partie du Nouveau Monde. Mais j'étais effrayée de l'éloignement. Nous avions à traverser jusqu'à leur colonie de stériles campagnes de plusieurs journées de longueur et quelques montagnes si hautes et si escarpées que le chemin en paraissait difficile aux hommes les plus grossiers et les plus vigoureux. Je me flattais néanmoins que nous pourrions tirer parti de ces deux ressources, des sauvages pour aider à nous conduire et des Anglais pour nous recevoir dans leur habitation. Nous marchâmes aussi longtemps que le courage de Manon put la soutenir, c'est-à-dire environ 2 lieues, car cette amante incomparable refusa constamment de s'arrêter plus tôt. Accablée enfin de lassitude, elle me confessa qu'il lui était impossible d'avancer davantage. Il était déjà nuit, nous nous assîmes au milieu d'une vaste plaine sans avoir pu trouver un arbre pour nous mettre à couvert. Son premier soin fut de changer le linge de ma blessure qu'elle avait pansé elle-même avant notre départ. Je m'opposais en vain à ses volontés. J'aurais achevé de l'accabler mortellement si je lui eusse refusé la satisfaction de me croire à mon aise et sans danger avant que de penser à sa propre conservation. Je me soumis durant quelques moments à ses désirs, je reçus ses soins en silence et avec honte. Mais lorsqu'elle eut satisfait sa tendresse, avec quelle ardeur la mienne ne prit-elle pas son tour? Je me dépouillai de tous mes habits pour lui faire trouver la terre moins dure en les étendant sous elle. Je la fis consentir, malgré elle, à me voir employer à son usage tout ce que je pus imaginer de moins incommode. J'échauffai ses mains par mes baisers ardents et par la chaleur de mes soupirs. Je passai la nuit entière à veiller près d'elle et à prier le ciel de lui accorder un sommeil doux et paisible. Ô Dieu, que mes vœux étaient vifs et sincères, et par quel rigoureux jugement aviez-vous résolu de ne pas les exaucer? Pardonnez si j'achève en peu de mots un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie est destinée à le pleurer. Mais quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit, je croyais ma chère maîtresse endormie, et je n'osais pousser le moindre souffle dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus, dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elle les avait froides et tremblantes.
Je les approchai de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement et, faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit d'une voix faible qu'elle se croyait à cette dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire dans l'infortune, et je n'y répondis que par les tendres consolations de l'amour. Mais ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serrement de ses mains, dans lesquelles elle continuait de tenir les miennes, me firent connaître que la fin de ses malheurs approchait. N'exigez point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ses dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva sans doute point assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aie traîné depuis une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Je demeurai plus de 24 heures la bouche attachée sur le visage et sur les mains de ma chère Manon. Mon dessein était d'y mourir, mais je fis réflexion au commencement du second jour que son corps serait exposé après mon trépas à devenir la pâture des bêtes sauvages. Un autre train. Je formais la résolution de l'enterrer et d'attendre la mort sur sa fosse. J'étais déjà si proche de ma fin, par l'affaiblissement que le jeûne et la douleur m'avaient causé, que j'eus besoin de quantité d'efforts pour me tenir debout. Je fus obligée de recourir aux liqueurs fortes que j'avais apportées. Elles me rendirent autant de force qu'il en fallait pour le triste office que j'allais exécuter. Il ne m'était pas difficile d'ouvrir la terre dans le lieu où je me trouvais. C'était une campagne couverte de sable. Je rompis mon épée pour m'en servir à creuser, mais j'en tirai moins de secours que de mes mains. J'ouvris une large fosse, j'y plaçai l'idole de mon cœur, après avoir pris soin de l'envelopper de tous mes habits pour empêcher le sable de la toucher. Je ne la mis dans cet état qu'après l'avoir embrassée 1000 fois avec toute l'ardeur du plus parfait amour. Je m'assis encore près d'elle. Je la considérais longtemps. Je ne pouvais me résoudre à fermer sa fosse. Enfin, mes forces recommençant à s'affaiblir et craignant d'en manquer tout à fait avant la fin de mon entreprise, j'ensevelis pour toujours dans le sein de la terre ce qu'elle avait porté de plus parfait et de plus aimable. Je me couchai ensuite sur la fosse, le visage tourné vers le sable, et fermant les yeux avec le dessein de ne les ouvrir jamais, j'invoquai le secours du ciel et j'attendis la mort avec impatience. Ce qui vous paraîtra difficile à croire, c'est que pendant tout l'exercice de ce lugubre ministère, il ne sortit point une larme de mes yeux, ni un soupir de ma bouche. La consternation profonde où j'étais et le dessein déterminé de mourir avaient coupé le cours à toutes les expressions du désespoir et de la douleur. Aussi ne demeurai-je pas longtemps dans la posture où j'étais sur la fosse sans perdre le peu de connaissances et de sentiments qui me restaient. Après ce que vous venez d'entendre, la conclusion de mon histoire est de si peu d'importance qu'elle ne mérite pas la peine que vous voulez bien prendre à l'écouter. Le corps de Sidney ayant été rapporté à la ville et ses plaies visitées avec soin, il se trouva non seulement qu'il n'était pas mort, mais qu'il n'avait pas même reçu de blessures dangereuses. Il apprit à son oncle de quelle manière les choses s'étaient passées entre nous, et sa générosité le porta sur le champ à publier les effets de la mienne. On me fit chercher et mon absence avec Manon me fit soupçonner d'avoir pris le parti de la fuite. Il était trop tard pour envoyer sur mes traces, mais le lendemain et le jour suivant furent employés à me poursuivre. On me trouva sans apparence de vie sur la fosse de Manon, et ceux qui me découvrirent en cet état, me voyant presque nu et sanglant de ma blessure, ne doutèrent point que je n'eusse été volé et assassiné. Ils me portèrent à la ville, le mouvement du transport réveilla mes sens, les soupirs que je poussais en ouvrant les yeux et en gémissant de me retrouver parmi les vivants firent connaître que j'étais encore en état de recevoir du secours. On m'en donna de trop heureux. Je ne laissais pas d'être renfermé dans une étroite prison.
Mon procès fut instruit et comme Manon ne paraissait point, on m'accusa de m'être défait d'elle par un mouvement de rage et de jalousie. Je racontai naturellement ma pitoyable aventure. Sinley, malgré les transports de douleur où ce récit le jeta, eut la générosité de solliciter ma grâce. Il l'obtint. J'étais si faible qu'on fut obligé de me transporter de la prison dans mon lit où je fus retenue pendant 3 mois par une violente maladie. Ma haine pour la vie ne diminuait point. J'invoquais continuellement la mort et je m'obstinais longtemps à rejeter tous les remèdes. Mais le ciel, après m'avoir puni avec tant de rigueur, avait dessein de me rendre utile mes malheurs et ses châtiments. Il m'éclaira de ses lumières qui me firent rappeler des idées dignes de ma naissance et de mon éducation. La tranquillité ayant commencé à renaître un peu dans mon âme, ce changement fut suivi de près par ma guérison. Je me livrai entièrement aux inspirations de l'honneur et je continuais de remplir mon petit emploi en attendant les vaisseaux de France qui vont une fois chaque année dans cette partie de l'Amérique. J'étais résolue de retourner dans ma patrie pour y réparer par une vie sage et régler le scandale de ma conduite. Sinley avait pris le soin de faire transporter le corps de ma chère maîtresse dans un lieu honorable. Ce fut environ 6 semaines après mon rétablissement que, me promenant seule un jour sur le rivage, je vis arriver un vaisseau que des affaires de commerce amenaient à la Nouvelle-Orléans. J'étais attentif au débarquement de l'équipage. Je fus frappé d'une surprise extrême en reconnaissant Tiberge parmi ceux qui s'avançaient vers la ville. Ce fidèle ami me remit de loin, malgré les changements que la tristesse avait faits sur mon visage. Il m'apprit que l'unique motif de son voyage avait été le désir de me voir et de m'engager à retourner en France. Qu'ayant reçu la lettre que je lui avais écrite du Havre, il s'y était rendu en personne pour me porter les secours que je lui demandais. Qu'il avait ressenti la plus vive douleur en apprenant mon départ et qu'il serait parti sur le champ pour me suivre s'il eût trouvé un vaisseau prêt à faire voile. Qu'il en avait cherché pendant plusieurs mois dans divers ports et qu'en ayant enfin rencontré un à Saint-Malo, qui levait l'angle pour la Martinique, il s'y était embarqué dans l'espérance de se procurer de là un passage facile à la Nouvelle-Orléans. Que le vaisseau malouin, ayant été pris en chemin par des corsaires espagnols et conduit dans une de leurs îles, il s'était échappé par adresse, et qu'après diverses courses, il avait trouvé l'occasion du petit bâtiment qui venait d'arriver pour se rendre heureusement près de moi. Je ne pouvais marquer trop de reconnaissance pour un ami si généreux et si constant. Je le conduisis chez moi, je le rendis maître de tout ce que je possédais, je lui appris tout ce qui m'était arrivé depuis mon départ de France, et pour lui causer une joie à laquelle il ne s'attendait pas, je lui déclarais que les semences de vertu qu'il avait jetées autrefois dans mon cœur commençaient à produire des fruits dont il allait être satisfait. Il me protesta qu'une si douce assurance le dédommageait de toutes les fatigues de son voyage. Nous avons passé 2 mois ensemble à la Nouvelle-Orléans pour attendre l'arrivée des vaisseaux de France. Et nous étant enfin mis en mer, nous prîmes terre, il y a 15 jours, au Havre de Grâce. J'écrivis à ma famille en arrivant. J'ai appris par la réponse de mon frère aîné la triste nouvelle de la mort de mon père, à laquelle je tremble, avec trop de raison, que mes égarements n'aient contribué. Le vent étant favorable pour Calais, je me suis embarquée aussitôt dans le dessein de me rendre à quelques lieues de cette ville, chez un gentilhomme de mes parents, où mon frère m'écrit qu'il doit attendre mon arrivée. Fin de la seconde et dernière partie. Pardon. Je regardais simplement, il y a une sorte de postface sur le roman de Prévost, écrit par Gustave Planche, mais je ne vais pas vous la lire. Voilà. C'était terrible d'être une femme à cette époque. Déjà. Aujourd'hui, ça l'est moins ici, mais à d'autres endroits, c'est terrible encore. C'est même pire.
Très bien, je vais m'arrêter là, parce que je suis un peu fatiguée par cette lecture que j'ai recommencé tant de fois. Voilà, j'espère que ce changement de décor vous aura plu, j'espère que la lecture vous aura plu. Je suis désolée de l'avoir scindée encore. Et je vous remercie en tout cas pour votre écoute, pour votre patience. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Et oui, Balzac. Balzac s'annonce. Les deux Balzac. Les deux. Voilà. Excusez-moi, je n'ai plus toute ma tête. Merci beaucoup et à très bientôt.